S'il y a une langue qui me fascine depuis longtemps, c'est bien le japonais. C'est une langue incroyablement intéressante et très différente du français, et elle a une caractéristique unique qui mérite une vidéo à elle toute seule, son écriture. Je vous propose de découvrir ensemble cette écriture qui est sans doute l'une des plus complexes au monde. Le japonais s'écrit en effet avec 3 systèmes différents, les kanji qui sont des caractères chinois et 2 syllabaires appelés hiragana et katakana. Alors oui, dans cette vidéo, il y aura plein de termes japonais, je vais parler d'okurigana, dateji et de dakuten, mais les seuls mots que vous devez vraiment retenir, c'est ces 3-là, kanji, hiragana et katakana. Quand je dis que le japonais s'écrit avec 3 systèmes différents, c'est pas comme par exemple en serbe. Le serbe a 2 alphabets, mais quand on veut écrire quelque chose, on en choisit un et on ne les mélange pas. Par contre, en japonais, les 3 écritures s'utilisent en même temps, et si vous prenez un texte en japonais, vous pouvez être quasiment sûr de voir les 3. Pour vous donner une idée grossière de comment ça marche, imaginez un instant que les Grecs de l'Antiquité aient écrit en caractères chinois. En français, on a plein de mots d'origine grecque, imaginez qu'on ait emprunté les caractères gréco-chinois à la fois pour écrire les mots d'origine grecque et aussi pour écrire nos mots français à nous. Donc par exemple, on écrirait le mot vie avec ce caractère. On écrirait aussi le verbe vivre avec, mais en ajoutant des lettres latines pour indiquer la conjugaison. Vivre, je vis, il vit, etc. Mais dans ce mot qui voudrait dire biologie, le même caractère se prononcerait alors bio parce que c'est un mot qui vient du grec. Voilà, c'est en gros l'idée derrière l'écriture japonaise et on va voir tout ça en détail. Au programme, un peu d'histoire pour comprendre comment on en est arrivé là, puis on verra comment marche le système d'écriture japonais dans les grandes lignes, et on expliquera le fonctionnement de chacune des 3 écritures et tout particulièrement des kanji. Ensuite, on essaiera de répondre à la question « une seule écriture, ça suffirait pas ?» et on finira par « comment on tape en japonais ?» Avant de commencer, je voudrais juste remercier Pierre, qui est bien plus avancé que moi en japonais et qui a relu mon script. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne Le Monde des Langues qui parle d'apprentissage des langues et Gambare qui est consacré au japonais en particulier. Récemment, il a publié 2 vidéos consacrées aux origines de la langue japonaise et du peuple japonais, je vous les recommande vraiment. Une langue qui a influencé le japonais comme aucune autre, c'est le chinois. Et il faut savoir que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le japonais et le chinois sont des langues totalement différentes. Ils appartiennent à 2 familles différentes, les langues sino-tibétaines pour le chinois, la petite famille de langues japoniques pour le japonais. La grammaire n'a rien à voir, le vocabulaire d'origine et la prononciation non plus. Pendant ce qu'on appelle la période Yayoi, en gros de -300 à 300, les ancêtres des japonais n'écrivent pas, contrairement aux chinois. Les premières traces d'écriture au Japon sont des inscriptions sur des objets venus de Chine à partir du 1er siècle, comme des pièces ou des épées. On a d'ailleurs retrouvé des artefacts appelés en japonais Boseikyo, des miroirs en bronze fabriqués au Japon et qui sont des imitations de miroirs chinois. Sur certains d'entre eux, on trouve du texte en chinois pas toujours très bien recopié, ce qui suggère que les japonais prenaient les caractères chinois pour de simples motifs décoratifs. Les premiers livres en chinois sont introduits au Japon en même temps que le bouddhisme via la Corée au 5e ou 6e siècle. Dans toute l'Asie de l'Est, écrire ça veut dire écrire en chinois. Les premiers scribes japonais apprennent l'écriture en même temps que le chinois et ils écrivent en chinois. Plus précisément en chinois classique, aussi appelé chinois littéraire, une langue écrite basée sur une forme du chinois ancien parlé au 5e siècle avant notre ère, et qui restera d'ailleurs utilisée en Chine jusqu'au début du 20e siècle. Cette langue a une écriture, un vocabulaire, une grammaire, mais pas vraiment de prononciation. Quand on lit à voix haute, on utilise la prononciation de sa variété locale de chinois qui a beaucoup évolué au cours des siècles. Les autres peuples qui ont adopté l'écriture chinoise, notamment les japonais, coréens et vietnamiens, associent également à chaque caractère une prononciation empruntée au chinois, mais avec l'accent de leur langue. À l'époque de Nara, c'est-à-dire au 8e siècle, on commence à écrire avec un système appelé Kanbun. Ça veut juste dire écriture chinoise parce que ça consiste à écrire en chinois, mais avec des annotations qui permettent aux lecteurs japonais de comprendre plus facilement. L'ordre des mots normal en chinois est sujet, verbe, objet comme en français, mais en japonais, le verbe est toujours à la fin, c'est donc une difficulté pour les japonais qui lisent en chinois. Et donc on utilise ces petits signes pour indiquer dans quel ordre il faut lire les mots si on veut traduire la phrase en japonais. Pendant que je réalisais cette vidéo, quelqu'un a publié cette vidéo en anglais sur le Kanbun que je vous recommande si vous voulez approfondir. Les japonais n'ont pas immédiatement l'idée d'écrire leur propre langue, mais ça ne pose pas de problème particulier. L'écriture n'est connue que par une minorité éduquée, et si on a besoin d'écrire un texte, on le dicte à un scribe en japonais, il le traduit en chinois, et un autre scribe peut lire le texte et le retraduire en japonais. Mais ça ne marche pas avec tout. Les noms propres déjà, mais aussi si on veut écrire de la poésie, il faut le faire directement en japonais. Il faut donc adapter l'écriture chinoise au japonais, mais ça présente des difficultés importantes. La caractéristique la plus importante de l'écriture chinoise, c'est que chaque caractère correspond non seulement à une prononciation, mais aussi à un sens. Ça veut dire œil et ça se prononce mu.
en mandarin moderne. Il y a 1400 ans, ça devait être quelque chose comme Miu. En gros, chaque mot s'écrit avec 1 ou 2 caractères. Et ça marche très bien pour écrire en chinois parce que c'est une langue isolante, les mots sont invariables, il n'y a pas de forme qui change au pluriel, pas de conjugaison, rien de tout ça. Mais le japonais, c'est tout l'inverse. Il y a un système de conjugaison avec beaucoup de terminaisons possibles. Il y a aussi pas mal de particules, c'est-à-dire des petits mots qui marquent le rôle des mots dans la phrase, qui n'ont pas d'équivalent chinois. Les solutions émergent peu à peu, peut-être influencées par les pratiques développées en Corée, dont la langue présente les mêmes difficultés que le japonais quand on veut l'écrire en caractère chinois. D'ailleurs, répéter caractère chinois c'est un peu pénible, alors maintenant on va utiliser le nom japonais kanji, ça veut dire caractère Han. Pour écrire un mot japonais qui a une traduction chinoise claire, on utilise simplement le kanji correspondant. Pour écrire mer, on utilise ce caractère et on le prononce umi, parce que c'est comme ça qu'on dit mer en japonais. Ça se prononçait sûrement un peu différemment il y a 1500 ans, mais ça n'a pas d'importance ici. Le chinois n'a pas donné au japonais que l'écriture, mais aussi énormément de mots. Aujourd'hui encore, plus de la moitié du vocabulaire japonais est emprunté au chinois. Et donc, pour écrire un mot qui vient du chinois, c'est simple, on l'écrit comme en chinois. Donc le mot marine de guerre, kaigun, s'écrit avec ces kanji. Vous remarquerez que le même kanji se prononce différemment, umi dans le cas précédent, mais ici kai, qui est une prononciation empruntée au chinois. Pour écrire les particules, les conjugaisons, les noms propres japonais, tout ce qui n'a pas d'équivalent au chinois, la solution c'est d'utiliser des kanji seulement pour leur prononciation en ignorant leur sens. Ce système, appelé Manyō-gana, se développe à partir du 8e siècle. Pour écrire la syllabe ka, on peut utiliser ce caractère, ou celui-là, ou celui-là. Bref, pour résumer, quand on lit du japonais à cette époque, il faut deviner si chaque caractère est utilisé à la fois pour son sens et sa prononciation chinoise, pour son sens uniquement et donc lu avec une prononciation japonaise, seulement pour sa prononciation chinoise mais en ignorant le sens, quoique c'est aussi possible de choisir les caractères selon leur sens pour des effets de style, ou alors seulement pour sa valeur phonétique mais basée sur la prononciation du mot japonais correspondant, c'est plus rare mais ça peut arriver. Ça peut sembler inutilement compliqué, mais il faut se rappeler que les scribes japonais apprenaient d'abord à écrire en chinois. Pour eux, c'était la manière la plus naturelle d'utiliser l'écriture qu'ils connaissaient pour retranscrire leur langue. Lire en japonais, c'était un peu comme déchiffrer un rébus, mais avec le temps, des conventions ont pu s'établir, avec des kanji plus souvent utilisés pour écrire certaines particules par exemple, ce qui rendait les textes plus faciles à lire. Il y a quand même eu beaucoup de variations possibles selon les régions, les époques et les préférences individuelles. Le kanbun, c'est-à-dire le chinois classique annoté, et le japonais écrit ont pu être utilisés en parallèle. Le Kojiki, écrit en 711 ou 712, est considéré comme le premier livre japonais. C'est un recueil de mythes, de traditions orales et de chants. La préface est écrite en kanbun, les chants sont en japonais retranscrits phonétiquement, et l'essentiel du texte est dans un style hybride. À partir du 9e siècle, les Manyō-gana, les kanji utilisés pour la prononciation, commencent à être simplifiés, et ce de deux manières différentes. Comme l'écriture est très compliquée et la prononciation correcte pas toujours facile à deviner, certains textes, notamment des textes bouddhistes, utilisent les Manyō-gana comme annotation à côté de certains caractères pour préciser leur prononciation. Et pour gagner un peu de place, les scribes se mettent à écrire seulement une partie des kanji. Dans celui-là, utilisé pour noter la syllabe ka, ils ne gardent que la partie de gauche, et c'est là l'origine des katakana. Le mot katakana veut d'ailleurs dire kana fragmentaire, puisqu'ils viennent de fragments de kanji. Les hiragana, quant à eux, proviennent d'un autre type de simplification, également retrouvé dans des textes bouddhistes, mais aussi dans des écrits plus privés et informels. Des abréviations issues de l'écriture cursive. Ces deux types de simplification de kanji qui servent à noter une prononciation, les hiragana et katakana, sont appelés collectivement kana. Dans les deux cas, on n'est pas passé directement au kana moderne, il y a eu des formes intermédiaires et beaucoup de kana qui ont disparu. Pour la syllabe no, on a pu avoir tous ces hiragana, mais seul le premier est utilisé aujourd'hui. Si au début les deux types de kana sont utilisés indifféremment, on commence à privilégier les katakana pour les annotations servant à préciser la prononciation des kanji, tandis que les hiragana sont davantage utilisés dans les lettres, la poésie et la prose. À l'ère Heian, en gros du 9e au 12e siècle, les katakana, utilisés dans des textes sérieux, souvent en chinois classique, sont appelés otokode, l'écriture des hommes, tandis que les hiragana sont l'écriture des femmes, onnade. Les femmes ont en effet moins accès à l'éducation que les hommes, et les hiragana sont souvent la seule écriture qu'elles connaissent. Bref, pendant des siècles, l'écriture japonaise ressemble à ça, des mots japonais ou chinois écrits en kanji, mélangés à des kana ou à d'autres kanji utilisés pour leur prononciation, avec beaucoup de variations possibles, et en parallèle, on utilise aussi le chinois classique. À partir du XVIIe siècle, l'imprimerie apparaît et le taux d'alphabétisation commence à augmenter. Mais les changements les plus importants ont lieu à partir de 1868, date de la restauration de Meiji, où le Japon met fin à une politique d'isolement de 2 siècles.
Beaucoup de nouveaux concepts et d'objets venus notamment d'Occident font leur apparition au Japon, et il faut bien leur trouver des noms et une manière d'écrire ces noms. De nouveaux mots sont créés à partir d'éléments empruntés au chinois et donc écrits en kanji, mais beaucoup de mots sont aussi empruntés aux langues européennes et également écrits avec des kanji utilisés pour leur prononciation ou parfois en katakana. Les japonais adoptent aussi des signes de ponctuation d'origine occidentale, avant ça le japonais s'écrivait sans ponctuation ou presque. Le besoin de réformer l'écriture du japonais se fait sentir. Le politicien Maejima Hisoka propose d'adopter le style oral, c'est-à-dire de rapprocher le japonais écrit de la langue parlée, puisque jusque-là, on écrivait surtout en japonais classique basé sur la langue de l'ère Heian. Il propose aussi de laisser tomber les kanji et de les remplacer par des kana pour gagner du temps dans l'éducation. Certains proposent même d'adopter l'alphabet latin. Toutes ces positions ont leurs partisans et leurs adversaires, et de nombreux débats ont lieu sur les réformes de l'écriture. En 1900, le ministère de l'Éducation prend des mesures pour faciliter l'enseignement de l'écriture. Notamment, les kana sont standardisés. Pour chaque syllabe, on ne garde qu'un seul hiragana et un seul katakana, au lieu d'avoir plusieurs variantes possibles. Les journaux contribuent aussi au changement dans l'écriture. De plus en plus, ils adoptent un style plus oral et une orthographe moins compliquée pour être accessible à plus de monde. Des comités pour réformer l'écriture sont formés et ils établissent des listes de kanji à utiliser dans les textes généralistes. Mais aucune grosse réforme n'a vraiment lieu, des tendances conservatrices au Japon empêchent les changements importants, le séisme du Kanto de 1923 dévaste Tokyo et d'autres villes, et il y a évidemment la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, les Japonais deviennent beaucoup plus favorables à une réforme de l'écriture. En 1946, l'usage moderne des kana est adopté. Avant ça, la syllabe ko pouvait être écrite de plusieurs manières différentes, kau, kuau, kafu ou kofu. Désormais, on l'écrit d'une seule façon, kou. Avant les années 40, le japonais s'écrivait verticalement, ça se fait toujours mais l'écriture horizontale devient majoritaire. Dans les années qui suivent, les formes des kanji sont standardisées, certains kanji sont simplifiés et des listes de kanji à utiliser dans l'enseignement et les textes officiels sont éditées. Il y aura encore quelques révisions à ces listes de kanji par la suite, mais globalement, à la fin des années 50, le japonais écrit a acquis sa forme moderne. Le japonais tel qu'il s'écrit aujourd'hui a en fait moins de 80 ans. Maintenant que vous savez comment le japonais a développé une écriture aussi compliquée, voyons comment ça marche aujourd'hui. Déjà, le japonais s'écrit de nos jours le plus souvent de gauche à droite, mais ce n'est pas rare non plus de voir des textes ou des livres écrits verticalement, et dans ce cas, on lit les colonnes de droite à gauche. Tous les caractères tiennent dans des carrés, donc en principe, un texte en japonais peut être écrit sous forme de grille, même si en pratique on peut avoir des décalages à cause de chiffres ou de lettres latines dans le texte. Il n'y a pas d'espace entre les mots, et un mot peut être coupé par un retour à la ligne. Comme on l'a dit donc, le japonais s'écrit avec un mélange de 3 systèmes et chacun a un rôle bien précis. Les kanji, donc les caractères chinois, servent à écrire des noms, des adverbes, les radicaux des verbes et des adjectifs, par exemple ongaku, musique, ou akai, rouge. Ici le radical est en kanji et la terminaison en hiragana. Les kanji ont pour la plupart plusieurs prononciations possibles en fonction de si le mot pour lequel ils sont utilisés est d'origine japonaise ou emprunté au chinois. Vous n'allez sans doute pas tomber à la renverse si je vous dis que les kanji sont l'une des plus grosses difficultés quand on apprend le japonais. À côté des kanji, on trouve 2 syllabaires appelés kana. Un syllabaire, c'est comme un alphabet, sauf qu'au lieu de noter un son, chaque lettre représente une syllabe. Le mot kana veut d'ailleurs dire quelque chose comme nom emprunté, parce que comme on l'a vu, ils viennent de simplifications de kanji utilisés pour leur son. Il y a 2 types de kana, hiragana et katakana. Les hiragana sont l'écriture la plus basique. On les utilise pour écrire des mots qui n'ont pas de kanji correspondant ou qu'on ne sait pas ou ne veut pas écrire en kanji. Hai, oui, s'écrit en hiragana, il n'existe pas de kanji pour ce mot. Mais surtout, les hiragana servent à écrire tout ce qui est grammatical comme les particules. Ce sont des petits mots utilisés pour indiquer la fonction des mots dans la phrase, comme ga pour le sujet de la phrase ou made pour dire jusqu'à. Toutes les terminaisons des verbes et des adjectifs s'écrivent aussi en hiragana. Par exemple, oyogu, nager. Comme la majorité des verbes, il est composé d'un radical écrit en kanji, en l'occurrence oyo, et d'une terminaison en hiragana, ici gu. Et si on conjugue, le kanji reste mais la terminaison en hiragana change. Oyogimasu, je nage poliment. Oyoideiru, je suis en train de nager. Oyogitaku nakatta, je ne voulais pas nager. Ces hiragana qui suivent des kanji pour indiquer la conjugaison des verbes ou des adjectifs sont appelés okurigana, c'est-à-dire kana accompagnateur. L'autre type de syllabaire et la 3e écriture, c'est les katakana. Ils servent principalement à écrire des mots d'origine étrangère autres que chinoise. Ça peut être des noms propres comme Paris, Italia ou Aranshaba, mais ça peut aussi être des noms communs, le plus souvent d'origine anglaise. Style,
ice cream, restaurant. En pratique, les rôles des trois écritures sont plutôt fluides, c'est-à-dire qu'on peut par exemple écrire un mot en kana plutôt qu'en kanji pour un effet de style, mais on y reviendra plus tard. À ces trois écritures, on peut en ajouter une quatrième, l'alphabet latin, occasionnellement utilisé pour des abréviations ou des noms de marques. D'ailleurs, l'alphabet latin en japonais s'appelle Romaji, et pas Romanji comme on le voit parfois. Roma, Rom, Ji, caractère. Voilà un exemple de phrase qui utilise toutes les écritures. En 1995, la Finlande, la Suède et l'Autriche ont adhéré à l'UE. Les chiffres sont les mêmes que chez nous, on peut écrire les nombres en kanji, mais c'est comme quand on écrit les nombres français en toutes lettres. Nen est le kanji pour année. Ensuite, on a trois mots, Finlando, Sweden, Austria. Finlande, Suède, Autriche, ce sont évidemment des mots étrangers, donc ils sont écrits en katakana. Après, on a un hiragana, ga, pour marquer le sujet de la phrase. Iyu, oui, il prononce ça à l'anglaise, est en alphabet latin, ce qui est courant pour ce genre d'abréviation prise à l'anglais. Ni est une autre particule en hiragana qui se traduit ici par a. Et enfin, kameshita, a adhérer, c'est un verbe dont le radical est écrit en kanji et la terminaison en hiragana. Une étude de 2000 a analysé des articles de journaux et a trouvé qu'ils étaient composés d'environ 41% de kanji, 37% d'hiragana, 6% de katakana, 13% de signes de ponctuation et autres symboles, 2% de chiffres et 1,5% de lettres latines. Ou si on recalcule ça en prenant en compte seulement les trois écritures japonaises, les proportions peuvent pas mal varier selon le type de texte, mais en gros, un texte japonais typique est constitué à quasiment 50% de kanji, presque autant d'hiragana et moins de 10% de katakana. J'ai mentionné la ponctuation, alors parlons-en vite fait. Le point est en fait un petit rond et la virgule un petit trait comme ça. Les parenthèses sont les mêmes que celles que vous connaissez, mais les guillemets sont différents. Quand on écrit verticalement, les parenthèses et les guillemets sont tournés de 90 degrés. On trouve aussi le deux points, les points de suspension, le point d'exclamation et le point d'interrogation. Mais le point d'interrogation est assez peu utilisé dans les textes formels, on utilise le plus souvent un point normal à la fin des questions. La grammaire du japonais permet de savoir que la phrase est interrogative. Vous verrez aussi dans des textes japonais quelques signes de ponctuation moins courants, comme le tilde qui sert à abréger des intervalles, par exemple de 5 à 6 heures, et familièrement à indiquer une voyelle allongée. So desu ne. On trouve aussi le point médian qui sert à séparer des mots, principalement dans des transcriptions de mots étrangers, on en a vu un exemple avec Alain Chabat. Et le double trait d'union est aussi utilisé dans les transcriptions de mots étrangers pour représenter des traits d'union, par exemple dans Île-de-France, Iru-do-France. Un simple trait d'union pourrait être confondu avec d'autres caractères japonais. Il est temps d'examiner chacune des trois écritures et on attaque avec les hiragana puisque c'est l'écriture la plus importante et que c'est là qu'il faut commencer quand on apprend le japonais. Le mot hiragana veut dire kana simple ou kana ordinaire et ces caractères sont reconnaissables à leurs formes arrondies qu'on ne retrouve pas dans les kanji ou les katakana. Ça peut avoir l'air compliqué à première vue, mais c'est en fait assez simple et régulier parce que chaque hiragana a une seule prononciation à de rares exceptions près. Il faut juste faire attention à certains hiragana qui se ressemblent, par exemple chi et sa, ou encore wa, re et ne. Donc les hiragana sont un syllabaire. Chacun de ces 46 caractères représente soit une voyelle toute seule, a, i, e et o, soit une combinaison consonne plus voyelle. Quelques exemples de mots, asoko, là-bas, suru, faire, soshite, et. Le fait qu'un hiragana représente une syllabe entière est très bien adapté au japonais parce que la prononciation japonaise ne permet pas d'avoir plusieurs consonnes à la suite ni de mots qui se terminent par une consonne. Une exception, c'est le ne qui peut être en fin de syllabe. Il y a un hiragana pour ce n comme dans Shinkansen. C'est un mot qui s'écrit habituellement en kanji, mais on peut aussi l'écrire en kana si on veut, on en reparlera plus tard. Si on regarde le tableau attentivement, on peut voir des irrégularités apparentes. Shi au lieu de si, chi et tsu au lieu de ti et tu, et fu au lieu de hu. En fait, c'est pas vraiment des irrégularités. C'est dû à l'évolution de la prononciation du japonais. Autrefois, on prononçait bien si, avec le temps c'est devenu shi, et la séquence si n'existe pas vraiment en japonais. C'est un exemple de palatalisation, j'en parle dans cette vidéo sur la linguistique historique. Il y a des systèmes de transcription qui écrivent bien si, mais ils sont rarement utilisés. En fait, je vous ai pas montré tous les hiragana, il y en a encore 25, ce qui porte le total à 71. Mais ceux-là sont dérivés d'autres hiragana au moyen de petits signes. Les deux petits traits sont appelés dakuten, qu'on pourrait traduire par quelque chose comme marque qui rend terne, ou familièrement tenten, ce qui veut dire point au pluriel. Ces deux petits traits changent une consonne sourde en une consonne sonore. Ka, ga, se, ze, to, do.
Pour la colonne des H, ça les transforme en B. Hi, bi. Ça a l'air un peu bizarre, mais là aussi c'est dû à l'évolution de la prononciation. Autrefois, H se prononçait P. Le son P existe quand même en japonais moderne, et il s'écrit lui aussi avec des kana dérivés de ce en H, mais avec ce petit rond appelé handakuten, demi-dakuten, ou familièrement maru, qui veut simplement dire cercle. Il y a deux paires de kana avec dakuten qui ont la même prononciation, ji et zu. Ils sont appelés les yotsugana, les 4 kana. En fait, la prononciation exacte dépend des dialectes, certaines personnes distinguent les 4, mais dans une bonne partie du Japon et dans la langue standard, on a seulement 2 prononciations. On utilise majoritairement le kana dérivé de shi pour écrire ji et celui de su pour zu. Les deux autres, dérivés respectivement de chi et tsu, sont utilisés seulement dans certains cas particuliers. Le dakuten et handakuten ont d'autres usages moins orthodoxes et beaucoup plus rares, par exemple avec des voyelles. Le A avec un dakuten note un A plus grave, quelque chose comme A. Ce n'est pas une orthographe officielle, mais c'est quelque chose qu'on peut croiser dans des mangas. 2 colonnes du tableau des hiragana ont des trous. Il n'y a pas de kana pour yi, ye, wi, wu, we, simplement parce que ces combinaisons de sons n'existent pas en japonais. En fait, des hiragana pour oui et we ont bien existé, mais la prononciation de ces syllabes a évolué en i et e, donc les 2 caractères ont été supprimés lors de la réforme de 1946. Et d'ailleurs, le kana généralement transcrit par wo se prononce en fait lui aussi simplement o. Il n'existe que pour un seul usage, la particule o qui indique l'objet direct. Il existe 2 autres particules qui ont une prononciation irrégulière. Ce kana se prononce normalement ha, mais oa quand c'est la particule qui indique le thème de la phrase. Et cette particule qui indique la direction d'un mouvement se prononce e, alors que la prononciation habituelle de ce hiragana est he. Certaines consonnes peuvent être doublées, par exemple le T du mot yatta ou ra. Ce doublement se marque en mettant devant la syllabe un signe appelé sokuon, qui est en fait une version plus petite du kana tsu. Donc si vous voyez un tsu, il faut faire bien attention à sa taille parce que shitsuke, discipline, et shikke, humidité, c'est pas du tout la même chose. Le petit tsu est parfois utilisé à la fin d'une phrase pour indiquer un mot coupé brutalement. Et là encore, ce n'est pas officiel et on peut voir ça dans des mangas ou des transcriptions du langage parlé. 3 autres hiragana existent aussi en grand et en petit, ya, yu, yo. Les petites versions se combinent avec des kana en i pour former des syllabes qui commencent par une consonne suivie de y. Donc par exemple, ça c'est ki-ya, 2 syllabes, et ça c'est kya, 1 syllabe. Notez la prononciation avec shi et chi. Cha shu sho, cha chu cho. Et comme pour tsu, il faut faire attention à la taille. Ryoshi, c'est un coiffeur, mais ryoshi, c'est un pêcheur. Il nous manque une dernière chose pour tout savoir sur les hiragana, la longueur des voyelles. En japonais, toutes les voyelles peuvent être courtes ou longues. Pour indiquer une voyelle longue, on ajoute simplement le kana qui correspond à la voyelle seule. Oka-san, mère. Oka-a-sa-n. Il y a 2 exceptions. Un O long est le plus souvent indiqué en ajoutant un OU comme dans Yokoso, bienvenue. Et un E long est très souvent indiqué par un I. Le mot pour professeur est francisé en sensei, mais la prononciation japonaise est bien sensei. Mais bizarrement, dans ce genre de cas, ce n'est normalement pas reflété dans la transcription en alphabet latin où on écrit EI. Allez, on passe au katakana, l'autre syllabaire. Ils servent principalement à écrire les mots d'origine étrangère, il y a quelques autres usages, mais j'y reviendrai plus tard. Si vous croisez un mot en katakana, il y a de grandes chances que ce soit un nom propre ou un mot emprunté à l'anglais, par exemple hoteru, hôtel. Ça va être plus rapide à expliquer parce que quasiment tout ce que j'ai dit sur les hiragana est aussi valable pour les katakana. Tout ce qu'on peut écrire en hiragana peut être écrit en katakana et inversement. Il y a aussi des dakuten et handakuten, des petits ya yu yo, et le petit tsu sert aussi à doubler les consonnes. Il y a même des kana archaïques pour oui et we. Comparé au hiragana, les katakana ont beaucoup plus de lignes droites et d'angles aigus. Certains katakana ressemblent au hiragana correspondant, c'est le cas de ka, he, se, ya, mais la plupart des caractères sont complètement différents. Pas mal de gens qui apprennent le japonais, dont moi, trouvent les katakana plus difficiles à lire que les hiragana. C'est sans doute parce que les katakana sont moins courants, donc on a moins d'opportunités de pratiquer leur lecture, mais peut-être aussi parce qu'il y a pas mal de symboles qui se ressemblent. Mes préférés sont ces 4-là, shi, tsu, n, so. Les traits qui les composent n'ont pas exactement la même inclinaison, et quand on écrit à la main, il faut tracer le grand trait de shi et n en commençant en bas, mais celui de tsu et so en commençant en haut.
Contrairement à ce qu'on fait habituellement avec les hiragana pour les mots d'origine japonaise et chinoise, pour les mots étrangers en katakana, on indique les voyelles longues avec un autre moyen, un trait horizontal comme dans kohi, café. Quand on écrit verticalement, le trait est vertical. En katakana, les 5 voyelles de base A, I, E et O existent aussi en petit pour représenter des combinaisons de sons qu'on ne trouve habituellement pas en japonais. Il n'y a pas de kana pour ti puisque ce son a évolué en chi, mais si on veut écrire un mot comme tiramisu, on utilise T suivi d'un petit i. On a aussi par exemple tu, to plus petit u, she, chi plus petit e, fa, fu plus petit a, ui, u plus petit i, etc. On trouve aussi le u avec un dakuten pour représenter la syllabe vous, et il peut être lui-même suivi d'une autre voyelle réduite comme dans Kosovo. Mais le son V n'existe pas en japonais et le plus souvent, ce mot est prononcé et écrit Kosobo. En principe, toutes ces manières de noter des combinaisons de sons étrangères au japonais existent aussi en hiragana, mais en pratique, c'est très rare. On a fait le tour de quasiment tout ce qu'il y a à dire sur les kana, on peut enfin attaquer les kanji. La différence importante avec les kana, c'est que les caractères n'ont pas seulement un son, mais aussi une signification. Les caractères chinois, qu'ils soient utilisés en chinois ou en japonais, font l'objet de pas mal de mythes. L'un d'entre eux est qu'un caractère représente un mot entier. Ça arrive parfois, être humain, tête, maintenant, livre, ça s'écrit effectivement avec un seul kanji. Mais en fait, un kanji correspond plutôt à un morphème, donc une unité de sens, et les mots sont très souvent composés de plusieurs kanji, comme kanji justement, han et caractère. Certains kanji ne sont pas vraiment utilisés seuls, et le sens des mots ne peut pas toujours être déduit du sens des composants. Isolément, les kanji du mot rippa veulent dire être debout et groupe, mais le mot complet veut dire splendide. Il y a peut-être une bonne explication historique, mais quand on apprend du vocabulaire, il faut parfois apprendre les mots tels quels sans trop s'interroger sur le sens des kanji qui les composent. En plus de leur sens, les kanji ont aussi une prononciation. Et savoir comment prononcer un kanji, ce n'est pas une mince affaire. On l'a vu au début, les japonais ont adopté les kanji à la fois pour écrire leurs mots japonais à eux, mais aussi pour écrire les mots empruntés aux chinois. Donc les kanji ont généralement plusieurs prononciations en fonction de l'origine des mots pour lesquels on les utilise. En chinois, il y a des caractères avec plusieurs prononciations possibles, mais c'est plutôt rare. En japonais, par contre, les kanji avec au moins 2 prononciations, c'est la norme. Il existe 2 grands types de prononciation pour les kanji. Le premier est appelé kunyomi, ou lecture kun, littéralement lecture explicative. Lire les caractères en expliquant leur sens, donc en disant le mot japonais correspondant. C'est la prononciation utilisée pour les mots d'origine japonaise, donc j'appellerai ça simplement la lecture japonaise pour éviter de vous embrouiller avec trop de termes japonais. Quelques exemples de cette lecture. Michi, route, yama, montagne, mizu, eau, kuni, pays, sakana, poisson. Ça peut surprendre ceux qui connaissent le chinois parce qu'en chinois un caractère c'est une syllabe, mais en japonais un kanji peut très bien correspondre à 3 ou 4 syllabes. La lecture japonaise est surtout employée pour des kanji utilisés seuls. Montagne se dit effectivement yama, poisson, sakana, etc. Cette prononciation est aussi très utilisée avec les verbes, et si vous regardez dans un dictionnaire de kanji, vous trouverez souvent la lecture japonaise avec les okurigana, c'est-à-dire les hiragana qui servent à noter la terminaison des verbes. Par exemple, si on cherche ce kanji qui veut dire manger, on trouve ta-beru, c'est-à-dire que le kanji lui-même est prononcé ta, et le verbe manger s'écrit avec 2 hiragana à la fin. L'autre type de prononciation, c'est la prononciation on ou onyomi, lecture par le son, c'est-à-dire le son que ces kanji ont en chinois. C'est donc la prononciation empruntée au chinois. La lecture chinoise des kanji que je viens de vous présenter est respectivement do, san, sui, koku, gyo, shoku. Cette prononciation n'a jamais plus de 2 syllabes. En chinois, il y en a une seule, mais certains mots avaient des consonnes finales qui ont été adaptées en japonais sous la forme d'une 2e syllabe. En mandarin moderne, ces caractères sont prononcés tao, shan, shui, guo, yu, shi. On peut voir une ressemblance, même si la prononciation a pas mal évolué en plus d'un millénaire, surtout en chinois. Alors quand on voit un kanji, comment on sait quelle prononciation est la bonne ? C'est là la grande difficulté. Il faut déjà connaître le mot. Mais on peut souvent deviner. Si vous voyez un mot composé d'un seul kanji, ou un verbe ou un adjectif composé d'un kanji avec une terminaison en hiragana, il y a de très grandes chances que la lecture kun d'origine japonaise soit la bonne. Uta, chanson, utae, chanter. Dans les mots de plusieurs kanji, c'est souvent, mais pas toujours, la lecture on, donc d'origine chinoise, kashu, chanteur. Quelques autres exemples, sora, ciel, et minato, port, don, kuuko, aéroport. Nord se dit kita, est se dit higashi, et nord-est se dit hokuto. On a vu que montagne se dit yama, mais le mont Fuji s'appelle en japonais Fujisan.
Le nom Fujiyama, parfois utilisé en français, vient d'une lecture incorrecte du kanji pour montagne. Mais ça peut arriver qu'un mot de deux kanji utilise la lecture japonaise ou mélange les deux. Les noms des villes du Japon utilisent souvent la lecture japonaise, Osaka, Kobe. Mais pas toujours. Dans Kyoto, on utilise la lecture chinoise. L'agglomération formée par ces trois villes porte un nom composé de trois kanji, chacun pris à une des trois villes, et il se prononce donc naturellement Kyosaka-ko... Non, je plaisante, Keihanshin. Saka et Ko qui deviennent Han et Shin, c'est parce qu'on passe de la lecture japonaise à la lecture chinoise, mais pourquoi Kyo devient Kei ? Eh bah parce que c'est pas la même lecture chinoise. Il en existe en fait 4 types différents, selon l'époque où les prononciations des kanji ont été empruntées au chinois. La lecture Go-on est la plus ancienne, empruntée au 5e et 6e siècle et reflétant la prononciation de la région de Chenkang, l'actuel Nankin. Pas mal de mots qui ont conservé cette prononciation jusqu'à aujourd'hui sont liés au bouddhisme. Mais beaucoup de ces prononciations ont été plus tard remplacées par la prononciation aujourd'hui la plus courante, la lecture Kan-on. Elle a été notamment ramenée de Chine entre 607 et 839 par 19 missions japonaises envoyées dans la Chine de la dynastie Tang pour étudier la culture chinoise. La prononciation de ces kanji vient de celle de la région de Xi'an, la capitale de l'époque. On a ensuite la lecture To-on, qui rassemble toutes les prononciations empruntées plus tard. Et la dernière catégorie, c'est la lecture Kan-yo-on, qui désigne des lectures irrégulières issues par exemple de déformations d'une autre lecture chinoise. Bref, si on ajoute les lectures japonaises qui peuvent être parfois multiples et toutes les lectures chinoises possibles, ça donne des kanji qui peuvent avoir beaucoup de prononciations différentes. Ce kanji, qui veut dire en haut, se prononce ue ou parfois kami, mais aussi jo dans jozu, habile, littéralement main en haut, sho dans shonin, un saint, a dans agaru, monter, nobo dans noboru, grimper, et il y en a encore d'autres. Cet autre kanji qui veut dire vie se prononce le plus souvent sei, mais nama quand il veut dire cru, i dans ikiru, vivre, u dans umareru, naître, ou encore ki dans kiji, tissu. Apprendre par cœur des listes de prononciation de kanji n'a pas beaucoup de sens, il faut les apprendre avec des mots associés. Cela dit, ce genre de cas où un kanji a des tonnes de prononciations différentes, c'est plutôt rare, mais ça concerne des kanji très courants comme ces deux-là. En fait, en moyenne, les kanji ont 2 prononciations, une japonaise et une chinoise. Pas mal de kanji ont même une seule prononciation possible. Celui-là, qui veut dire pensée ou signification, a une seule prononciation, i, comme dans les mots chui, attention, et imi, sens. Bon, si on regarde sur le Wiktionnaire, il en liste d'autres, mais c'est des orthographes alternatives rares de mots qu'on écrit normalement avec d'autres kanji, et i est la seule prononciation reconnue par la liste officielle des kanji d'usage courant dont je reparlerai plus tard. Il faut pas se laisser impressionner par ces listes de prononciation parce qu'elles incluent souvent des lectures rares ou bizarres. Ce qui est marrant avec les kanji quand on apprend le japonais, c'est qu'on peut voir des mots qu'on comprend alors qu'on sait pas comment les prononcer. Par exemple, quand j'ai vu ce panneau j'ai compris, gare devant, terre sous, marché, route, ça doit vouloir dire passage souterrain devant la gare. Par contre, pour la prononciation, les 2 premiers c'est ekimae, j'en suis sûr. Le dernier ça doit être do, ça c'est peut-être quelque chose comme ji, mais celui-là par contre j'en ai aucune idée parce qu'il a plein de prononciations possibles. Et pour celui-là je connais la prononciation aru dans le verbe aruku, marcher, mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Et après vérification, ekimae chika hodo. Ah oui, chika, j'aurais dû y penser, c'est comme dans Chikatetsu, le métro. Si vous trouvez ça compliqué, c'est pas tout. Il y a encore d'autres prononciations. Par exemple, jukuji-kun. C'est un procédé qui consiste à donner une lecture japonaise à un mot entier écrit avec plusieurs kanji. Par exemple, ce mot. Les kanji veulent dire grand et personne, et le mot veut dire adulte, ce qui est logique. Mais le mot se prononce otona, ce qui ne correspond à aucune des prononciations habituelles des 2 kanji. C'est une prononciation japonaise plaquée sur plusieurs kanji d'un coup, et il faut simplement apprendre le mot tel quel. Et c'est pareil pour des mots comme kyo, aujourd'hui, et ashita, demain. Le dernier type de lecture des kanji que je voudrais mentionner, c'est la lecture nanori, qui désigne les prononciations irrégulières utilisées exclusivement dans les prénoms et les noms de famille. Par exemple, ce nom peut être prononcé Yukiko ou Sachiko, et Yuki ne fait pas partie des prononciations habituelles du premier kanji. Et inversement, le prénom Sakura peut s'écrire avec ce kanji, qui est le kanji normal pour écrire ce mot qui désigne le cerisier du Japon, mais on peut aussi l'écrire de plein d'autres manières qui utilisent des lectures irrégulières. Comme ça peut être compliqué même pour les japonais, les formulaires au Japon demandent souvent d'écrire le nom en kanji et en kana. Bref, vous l'avez compris, savoir la bonne prononciation d'un mot écrit en kanji, c'est pas toujours simple. Mais heureusement, il existe un moyen de l'indiquer clairement, les furigana, littéralement kana qui assigne. Ça consiste à écrire avec des petits hiragana, ou plus rarement des katakana, la prononciation au-dessus des kanji, ou à droite quand on écrit verticalement. Si on prend la phrase « Je ne veux pas sortir de mon futon », on peut préciser comment lire les kanji avec des furigana. Futon no naka kara detaku nai.
Les furigana sont largement utilisés dans les livres pour enfants, comme ils ne connaissent pas tous les kanji, et dans les manuels pour les étrangers qui apprennent le japonais, et c'est bien pratique. On peut aussi trouver des furigana dans les textes destinés aux adultes, par exemple pour clarifier la prononciation de kanji rares ou de noms propres dont la prononciation n'est pas évidente. J'ai pu voir ça dans des musées au Japon, les textes explicatifs avaient parfois des furigana. J'imagine que c'est parce que la plupart des visiteurs ne sont pas super familiers avec le vocabulaire de l'architecture médiévale. Les kanji permettent parfois de faire à l'écrit des nuances qui n'existent pas dans la langue parlée. Le mot hayai veut dire à la fois tôt et rapide, mais on utilise à l'écrit des kanji différents. Atsui, chaud, s'écrit avec ce kanji pour un objet chaud au toucher, mais avec celui-là pour parler du temps. Le verbe miru, voir, regarder, s'écrit le plus souvent avec ce kanji. Mais si on veut être plus précis, on peut utiliser ce kanji quand on regarde la télé et celui-là pour un médecin qui examine un patient, et il y a d'autres alternatives encore moins courantes. Mais utiliser le kanji le plus courant n'est pas une faute, et abuser de kanji rares peut rendre le texte difficile à lire ou donner l'impression d'étaler sa culture. Parfois, les kanji sont utilisés uniquement pour leur prononciation et pas pour leur sens. On appelle ces mots-là des ateji. Longévité et directeur ensemble, ça n'a aucun sens, mais ça se prononce sushi. Et tempura, mot emprunté au portugais, s'écrit aussi avec des kanji dont le sens individuel doit être ignoré. Ciel, son de blé, tissu léger. Mais si c'est un mot portugais, pourquoi ne pas l'écrire en katakana ? Eh bien, le rôle des katakana a en fait été fixé assez récemment, après la Seconde Guerre mondiale. L'utilisation de kanji pour leur valeur phonétique était beaucoup plus courante avant, mais certaines orthographes anciennes ont subsisté. Un domaine où les ateji étaient très courants, c'est les noms de pays. France, Furansu, s'écrit aujourd'hui en katakana, mais une forme en kanji a existé. C'est pour ça que si vous cherchez le premier kanji dans un dictionnaire, vous trouverez Bouddha France. Il n'y a aucun rapport entre la France et Bouddha, c'est juste un kanji qui a été utilisé pour sa prononciation. Ce kanji reste utilisé dans des abréviations, comme le mot Nichifutsu, franco-japonais. Avant de passer à la suite, je voudrais juste mentionner un kanji un peu spécial, la marque de répétition. Prenons par exemple le mot tokidoki, qui veut dire parfois. Il s'écrit avec le kanji qui veut dire tant 2 fois de suite. Mais le plus souvent, on remplace le deuxième kanji par un signe qui indique la répétition du kanji précédent. Pareil pour tenten, les points qu'on a vus précédemment. La marque de répétition vient d'une forme simplifiée d'un kanji qui veut dire le même. À vrai dire, il existe aussi des marques de répétition pour les hiragana et les katakana, qui peuvent d'ailleurs prendre un dakuten, mais elles sont très rares et je les ai jamais croisées. Apparemment, elles s'utilisent pour quelques noms propres comme Isuzu, le nom du constructeur automobile. Voyons maintenant de quoi sont composés les caractères chinois, parce que ce ne sont pas que des petits dessins compliqués et arbitraires. Ce que je vais dire s'applique aussi bien aux chinois qu'aux japonais. Déjà, chaque kanji doit tenir dans un carré. Pour bien écrire un caractère, il faut tracer les traits qui le composent dans le bon ordre. En règle générale, ça se fait de haut en bas et de gauche à droite, et l'ordre est enseigné à l'école. Respecter l'ordre des traits est important parce que ça aide à éviter d'écrire un caractère avec des proportions bizarres. Mais surtout, dans l'écriture manuscrite ou la calligraphie, on ne soulève pas toujours totalement le stylo ou le pinceau entre deux traits, donc si on ne les écrit pas dans le bon ordre, les caractères peuvent devenir difficiles à lire. On entend souvent le mot idéogramme pour désigner les caractères chinois, mais en fait le terme correct est sinogramme, ce qui veut simplement dire caractère chinois. Un idéogramme, c'est un symbole qui représente une idée, et effectivement, quelques sinogrammes sont des idéogrammes. 1, 2, 3, haut, bas, milieu, etc. D'autres sinogrammes sont des pictogrammes, c'est-à-dire des petits dessins qui représentent la chose qu'ils désignent. Soleil, œil, montagne, arbre, portail, poisson, brochette, etc. Et oui, pour certains, c'est assez difficile à reconnaître. Les caractères que je vous montre, c'est ce qu'on appelle le style régulier qui a émergé au IIIe siècle. Certains dessins auraient été plus faciles à reconnaître dans les caractères qu'on écrivait il y a 3000 ans sur des omoplates de bœuf ou des écailles de tortue, mais de nos jours, les caractères sont beaucoup plus stylisés. La plupart des sinogrammes sont composés d'éléments qu'on retrouve dans d'autres sinogrammes, et il faut bien faire la différence entre un sinogramme avec 2 éléments et 2 sinogrammes qui se suivent. Ces 2 caractères veulent dire respectivement femme et enfant, et ensemble c'est un mot qui veut dire fille. Il ne faut pas le confondre avec ce caractère qui veut dire bien. Les 2 éléments sont rapprochés et aplatis pour tenir dans un carré. Les éléments qui composent les sinogrammes peuvent être d'autres sinogrammes qui existent tout seuls, comme dans cet exemple, ou des éléments communs à plusieurs sinogrammes mais qui n'existent pas isolément, comme la partie supérieure de ces caractères qui représente un toit. La majorité des sinogrammes, même ceux qui ont l'air particulièrement compliqués, comme ceux du mot japonais magazine, zashi, peuvent être décomposés en éléments plus simples. On n'a pas besoin d'apprendre 15 traits, mais seulement ces éléments. Pour chaque sinogramme, l'un des éléments, souvent celui du haut ou le plus à gauche, est appelé la clé ou le radical.
Il y a au total 214 radicaux différents, c'est une classification qui a été mise au point pour un dictionnaire chinois publié au XVIIIe siècle. Ces radicaux servent en effet à chercher des sinogrammes dans un dictionnaire. Il faut identifier la clé et ensuite les caractères avec cette clé sont triés par nombre de traits. La plupart des clés ont un sens comme celle qu'on vient de voir, toi, femme ou enfant. Certains caractères ont une forme différente quand ils sont utilisés comme clé, homme, cœur ou O. Et pour certains sinogrammes dont la clé est assez difficile à identifier, on considère que c'est simplement un ou deux traits, par exemple la clé de ces caractères-là est le trait horizontal. Comme tous ces radicaux ont un sens, eh bien c'est ce sens qui peut être utilisé pour former des sinogrammes. Le soleil et la lune, c'est brillant. Une personne contre un arbre, c'est repos. 3 arbres, c'est une forêt. Mais en fait, la majorité des sinogrammes, au moins 80%, sont ce qu'on appelle des idéophonogrammes, c'est-à-dire qu'ils contiennent des indices sur le sens, mais aussi la prononciation. Oubliez le japonais pendant une minute. Ce sinogramme veut dire cheval et se prononce en mandarin maa, excusez ma prononciation des tons. Cet autre caractère veut dire mère, ce qui n'a rien à voir avec les chevaux. La partie de gauche, femme, nous dit que le caractère a un rapport avec la féminité, et le cheval est là pour donner un indice sur sa prononciation, puisqu'il se prononce ma. Dans le même genre, il y a maa, agate, la partie de gauche désigne le jade, et ma, une particule qui marque les questions en mandarin. Le petit carré est en fait une bouche, ce qui indique que le caractère a un rapport avec la parole. La majorité des sinogrammes fonctionnent sur ce système. Ils ont été développés pour du chinois ancien d'il y a plusieurs millénaires, dont la prononciation a beaucoup évolué, donc de nos jours ça ne marche pas toujours, mais dans pas mal de cas, la partie qui indique la prononciation reste utile. En mandarin, si vous voyez un caractère avec 7 éléments, vous pouvez supposer qu'il a une prononciation du genre pao ou pao. Et si un caractère a le radical de l'or à gauche, il y a de grandes chances qu'il désigne un type de métal ou un objet en métal, et que la partie de droite indique la prononciation, comme vous le voyez ici avec le caractère pour cuivre. Mais ça, encore une fois, c'est en chinois. Les caractères chinois ont évidemment été inventés pour écrire le chinois, donc la partie censée indiquer la prononciation n'est absolument d'aucune aide pour deviner la lecture japonaise des kanji. Mais ça peut marcher avec leur lecture chinoise. Ces 7 kanji ont tous sei parmi leur lecture chinoise, alors que les lectures japonaises sont totalement différentes. Comme les caractères chinois ne représentent pas que des sons, mais aussi une signification, on pourrait penser que les japonais et les chinois peuvent arriver à se comprendre à l'écrit. Et dans une certaine mesure, c'est pas tout à fait faux. Les Chinois au Japon n'ont sans doute aucun mal à comprendre des panneaux du genre sortie ou interdiction. Je vous recommande ces 2 vidéos de Langue Focus où ils demandent à des Chinois de déchiffrer du japonais et inversement. En général, ils ne comprennent que des mots isolés et ils comprennent en fait mieux les phrases un peu formelles parce que le langage soutenu en japonais emploie beaucoup de mots chinois. Comme les kanas sont incompréhensibles pour les Chinois qui n'ont pas étudié le japonais, beaucoup de mots et d'informations grammaticales leur échappent totalement. Mais l'inverse est aussi vrai. Beaucoup de caractères très courants en chinois ne sont pas vraiment utilisés en japonais ou avec un sens différent. Ça c'est il en chinois, mais en japonais ça veut dire autre. Ou celui-là qu'on a vu tout à l'heure et qui sert à former des questions en chinois n'est simplement pas utilisé en japonais. Après plus d'un millénaire d'utilisation de caractères chinois au Japon, il est normal que le sens de certains ait pu diverger et on trouve maintenant des faux amis. Ce caractère veut dire marcher en chinois mais courir en japonais. Le mot très courant en japonais daijoubu, qui veut dire tout va bien, ressemble pour un chinois à quelque chose comme vrai mec fort. Ça c'est étudier en japonais, mais forcer à faire quelque chose en chinois. Et main plus papier en japonais ça veut dire lettre, mais en chinois c'est un mot, pas le plus courant, pour papier toilette. Vous avez sûrement déjà vu dans des listes de langues chinois traditionnel et chinois simplifié. En fait, dans les années 1950 et 60, la Chine, pour promouvoir l'alphabétisation, a simplifié le tracé de beaucoup de caractères. La forme traditionnelle, donc non simplifiée, reste utilisée à Taïwan, Hong Kong et Macao. Eh bien, le Japon aussi a connu une simplification des kanji en 1946. La simplification a consisté à réduire le nombre de traits de kanji particulièrement complexes et à officialiser des abréviations qui étaient déjà utilisées. La forme simplifiée est appelée Shinjitai, soit nouvelle forme des caractères, par opposition à Kyujitai, forme ancienne des caractères. La simplification des kanji a été moins massive qu'en chinois, et les japonais peuvent donc avoir du mal à reconnaître certains caractères simplifiés utilisés en chinois. On trouve donc de très nombreux sinogrammes qui n'ont été simplifiés ni en japonais ni en chinois, des caractères également nombreux qui ont été simplifiés en chinois mais pas en japonais, des caractères qui ont été simplifiés de la même façon dans les 2 langues, des caractères qui ont été simplifiés différemment dans les 2 langues, et quelques rares caractères qui ont été simplifiés en japonais mais pas en chinois.
Il existe même des kanji qui ont été inventés au Japon, appelés kokuji, généralement créés en combinant des éléments pour leur sens. C'est le cas de col de montagne, composé de haut, bas et montagne. Il a dû exister des centaines de kokuji, comme ces kanji pour les unités de mesure du système international, mais seule une dizaine sont encore utilisés de nos jours. Ce qui est intéressant, c'est que certains de ces caractères japonais ont été empruntés par le chinois. C'est le cas de celui-là qui veut dire glande, composé des éléments chair et source. D'ailleurs, la partie de gauche ressemble au caractère lune, mais j'ai récemment appris que c'est aussi la forme combinée du sinogramme pour chair ou viande. Une question qu'on se pose souvent, c'est combien y a-t-il de kanji et combien il faut en apprendre? Des milliers? Des dizaines de milliers? Répondre à cette question n'est en fait pas si simple. Le dictionnaire le plus exhaustif, le Daikanwa Jiten, le grand dictionnaire sino-japonais, recense plus de 50 000 kanji. Mais la grande majorité sont des caractères archaïques et des variantes obscures, bref, des trucs que personne ne connaît à moins d'avoir étudié des textes anciens. Le ministère de l'Éducation maintient une liste officielle de 2136 kanji d'usage courant, les Joyo Kanji. Ce sont les kanji qui sont enseignés à l'école et que donc tout japonais sortant du système scolaire doit maîtriser, en théorie, parce qu'en pratique ça arrive aux japonais d'oublier comment on écrit exactement certains kanji un peu rares. Les documents officiels du gouvernement sont censés se limiter aux kanji de cette liste. Cela dit, le fait qu'un kanji ne se trouve pas dans cette liste ne veut pas dire qu'il est particulièrement obscur. Le kanji du mot nigiyaka, animé, bruyant, ne fait pas partie des Joyo Kanji, alors que c'est un mot assez courant. À cette liste, il faut ajouter 863 Jinmei-yo Kanji, les kanji qui peuvent être officiellement utilisés dans les prénoms. 200 d'entre eux sont en fait des variantes traditionnelles de kanji dont la forme simplifiée est déjà dans la liste des Joyo Kanji. Les kanji qui ne font partie d'aucune de ces deux listes sont appelés Hyogai Kanji, et là, il n'y a pas de liste définitive. J'ai trouvé plusieurs estimations à la louche, mais en gros, les japonais savent lire 2 à 3 000 kanji, ou parfois plus selon leur niveau d'éducation et leur domaine de spécialité. Il existe un test de compétence en kanji, le Kanji Kentei, et le niveau le plus élevé teste la connaissance de plus de 6000 kanji, ce qui est très difficile même pour les japonais. Vous savez maintenant comment marche l'écriture japonaise, et vous vous dites peut-être, 3 écritures dont une aussi compliquée pour une seule langue, c'est vraiment nécessaire? On pourrait pas juste tout écrire en hiragana? C'est une bonne question que même les japonais se sont posées lors des débats sur les réformes de la langue au XXe siècle. Les Coréens, qui étaient dans une situation assez similaire aux Japonais, ont quasiment abandonné l'usage des caractères chinois. L'une des raisons pour lesquelles les kanji ont été conservés et leur grande importance culturelle est le fait que les abandonner rendrait les textes déjà existants beaucoup moins accessibles. Cela dit, c'est tout à fait possible de tout écrire en kana. Ça se fait dans les manuels de japonais pour débutants ou encore dans les textes destinés aux enfants qui n'ont pas encore appris les kanji. Dans les premiers jeux Pokémon sur Game Boy, les textes n'emploient que des kanas parce qu'ils doivent être accessibles à un public jeune, et aussi je pense pour des raisons techniques parce que c'est un peu compliqué de représenter des kanji lisibles quand on n'a que 10 pixels sur 10. Ça peut paraître étrange, mais les japonais trouvent les textes uniquement en kana plus difficiles à lire pour plusieurs raisons. Premièrement, il n'y a pas d'espace entre les mots, et les kanji permettent de mieux voir où les mots commencent. Très souvent, si vous voyez un kanji qui suit un kana, ça marque le début d'un nouveau mot. Ensuite, le japonais a beaucoup d'homophones. Par exemple, tous ces mots-là sont prononcés kaki. Kaki, le fruit, huître, arme à feu, clôture, vase à fleurs, période estivale, ci-dessous. Avec les kanji, il n'y a aucun doute sur la bonne interprétation. Et en fait, certains de ces mots ne sont pas vraiment des homophones parce qu'ils sont accentués différemment. Les mots japonais peuvent en effet avoir une syllabe accentuée, ce qui se manifeste sous la forme d'un ton plus élevé. Si on reprend kaki et huître, ça donne respectivement kaki et kaki. Ima, maintenant, ima, salle de séjour. Et l'exemple classique, hashi, pont, hashi, baguette. À l'oral, il n'y a pas d'ambiguïté, mais les kanas n'en représentent absolument pas l'accentuation, donc écrire ces mots sans kanji peut rendre le texte plus difficile à comprendre. Un autre phénomène intéressant, c'est qu'on a une certaine liberté dans le choix de l'écriture utilisée pour écrire un mot donné. C'est quelque chose qui peut surprendre quand on est confronté à du vrai texte japonais. Pourquoi le même mot est parfois écrit avec un kanji et parfois juste en kana? Le mot ramen s'écrit la plupart du temps en katakana. Pourquoi il y a plein d'enseignes où ramen est en hiragana? Tomare, stop, s'écrit normalement avec un kanji et 2 hiragana. Pourquoi ici il est écrit en katakana? Pourtant c'est clairement pas un mot étranger. Et ce restaurant qui s'appelle Avignon, pourquoi son nom est en hiragana? On peut difficilement faire plus étranger, ça devrait être en katakana, non? Parfois, les japonais écrivent les mots avec une autre écriture juste comme ça, ou parce qu'ils ont momentanément oublié comment écrire un kanji, ou pour une raison aussi bête que la flemme de chercher le bon kanji dans le logiciel de saisie.
Mais choisir un système d'écriture inattendu permet d'attirer l'attention, un peu comme l'italique en français. Les katakana sont souvent utilisés pour cette raison. Le mot dame, qui veut dire c'est pas possible, peut être écrit en kanji ou en hiragana, mais il est souvent écrit en katakana pour mieux le faire ressortir et lui donner un ton plus catégorique. Un autre usage très courant des katakana, c'est pour écrire les noms des espèces vivantes, surtout dans des contextes scientifiques. Quelques noms d'animaux ou de plantes courants, comme chien ou mouton, s'écrivent généralement en kanji, mais pour le reste, on écrit majoritairement en katakana. Les kanji peuvent parfois être évités pour rendre la lecture plus facile. Le mot abunai, dangereux, est la plupart du temps écrit avec un kanji, mais on peut aussi le voir sur des panneaux écrits uniquement en hiragana pour qu'il soit plus compréhensible pour les gens qui ont du mal avec les kanji, comme les enfants. Le mot kirei, joli, est souvent écrit en kana parce que ces kanji sont assez complexes. Certains mots habituellement écrits en hiragana ont aussi une forme en kanji rarement utilisée. Ça concerne pas mal de formules de politesse comme arigato, merci. Il existe une version avec des kanji de ce mot, mais elle est perçue comme plus solennelle, moins chaleureuse. Parce que oui, un autre facteur qui peut dicter le choix de l'écriture d'un mot, c'est que chacune des trois écritures a un genre d'aura qui lui est associé. Un mot écrit en hiragana peut être perçu comme plus féminin, jeune, mignon ou sympa. Les katakana, selon le contexte, peuvent être plus vulgaires, occidentaux ou futuristes. Si dans un jeu vidéo un personnage est un robot, ses dialogues en français peuvent être écrits en majuscules pour donner une impression de voix robotique. En japonais, on peut utiliser les katakana pour le même effet. Et les kanji sont plus masculins, sérieux, traditionnels, voire prétentieux. Le mot kohi, café, étant un mot étranger, il s'écrit normalement en katakana, mais si un cafetier l'écrit en kanji sur sa devanture, ça peut être pour donner l'impression d'un bon café à l'ancienne. Ou alors parce que ça prend moins de place sur l'enseigne. Comment on tape en japonais ? Il y a plus de 2000 kanji d'usage courant, mais les claviers n'ont évidemment pas des milliers de touches. En fait, on utilise un logiciel de saisie qui permet de convertir en kanji ce qu'on tape phonétiquement. Il y a deux manières d'écrire, en hiragana ou en alphabet latin, ce qui est la méthode la plus courante. Donc si je veux écrire une phrase comme « je vais au travail », kaisha ni iku, j'écris K-A-I-S-H-A, le logiciel me propose des mots de son dictionnaire correspondant à cette prononciation et je choisis les kanji du mot que je vais écrire. Ensuite, ni ça s'écrit en hiragana et enfin iku, là aussi je choisis la bonne écriture. En fait, je peux même écrire toute la phrase d'un coup et le logiciel me propose les bons kanji. Sur téléphone, le clavier le plus populaire est celui-ci et il est bien fichu. On a les hiragana pour chaque consonne. Akasa, tanaha, mayara et en bas wa. Mettons que je veux écrire j'aime les chats, neko ga suki. Je reste appuyé sur la touche na et j'ai accès aux autres combinaisons de n avec une voyelle. Ne en haut, ni à gauche, ne à droite et no en bas. Donc je touche na et je fais glisser vers la droite. Pareil pour la syllabe suivante, je touche ka et je fais glisser vers le bas. Le dictionnaire me propose plusieurs mots correspondants et je choisis le bon kanji. Ensuite, pour ga, je saisis ka et la touche en bas à gauche me permet d'ajouter le dakuten pour le transformer en ga. L'autocomplétion me propose déjà le bon mot suivant, mais je vais quand même l'écrire moi-même. Sa, se, ka, ki, je choisis le bon mot et voilà. L'usage des claviers et des smartphones contribue à un phénomène appelé amnésie des caractères. Forcément, quand on n'écrit pas régulièrement à la main, on finit par oublier comment on écrit certains kanji. Il y a même un mot pour désigner les gens qui ne savent plus écrire les kanji à la main, wapurobaka, littéralement idiot du traitement de texte. Bon, j'ai surtout trouvé ce mot dans des dictionnaires, les japonais semblent ne pas trop l'employer, donc je pense que c'est de l'argot démodé, mais je trouvais ça marrant. Paradoxalement, les logiciels de saisie permettent aussi la résurgence de kanji rares. Le mot kirei, joli, est maintenant assez souvent écrit en kanji. Écrire à la main un kanji de 14 traits et un de 19, c'est relou, mais sur un smartphone, ça demande pas plus d'effort que ça. Il existe plein de polices de caractères pour le japonais. Avec et sans empattement, plus traditionnelles ou modernes, des polices rigolotes, d'autres qui imitent l'écriture manuscrite ou la calligraphie. Sinon, pour les informaticiens, tous les symboles japonais sont bien entendu présents dans Unicode. En plus des hiragana et katakana, il y a 5 blocs de caractères qui contiennent des kana archaïques ou des variantes de kana utilisées pour écrire d'autres langues que le japonais, comme l'ainu. Le principal bloc de sinogrammes comprend 20 992 caractères utilisés en chinois, japonais et coréen. Unicode a décidé d'unifier les sinogrammes utilisés par ces 3 langues, ce qui pose parfois de petits problèmes parce que certains caractères sont censés avoir une forme un peu différente selon la langue.
Il y a plusieurs blocs de caractères supplémentaires avec au total plus de 100 000 sinogrammes présents dans Unicode. Ça inclut des caractères historiques ainsi que des caractères qui ont été inventés pour écrire d'autres langues comme le vietnamien et le zhuang, mais ça c'est une autre histoire. Les Japonais n'ont pas attendu Unicode pour développer leur système de codage des caractères, par exemple Shift-JIS, qui a l'avantage de pouvoir coder les kanji sur 2 octets alors qu'il en faut 3 en UTF-8. Vous avez sûrement déjà vu en français des textes où les accents sont remplacés par des caractères bizarres. Ça se produit quand le logiciel essaie d'afficher un texte avec le mauvais encodage. En japonais, ça arrive aussi, ça s'appelle mojibake, et ça rend les textes totalement illisibles. Et pour finir, s'il y a des développeurs web parmi vous, il y a une balise HTML pour les furigana, donc les petits kanas qui servent à préciser la prononciation des kanji. On entoure l'expression avec la balise Ruby et les furigana avec la balise RT. Et c'est même possible de faire des pages web en japonais écrits verticalement. Il suffit d'utiliser la propriété CSS Writing Mode avec la valeur verticale RL. Ça reste assez rarement utilisé, l'immense majorité des sites japonais sont horizontaux, mais vous avez ici un exemple. Voilà, vous savez tout sur l'écriture japonaise. Ça a l'air difficile, mais c'est loin d'être impossible à apprendre. Le Japon a un taux d'alphabétisation proche de 100%, même si c'est vrai que les Japonais y passent beaucoup de temps à l'école. En tout cas, plus on connaît de kanji, plus c'est facile d'en apprendre d'autres. Enfin, il paraît, j'en suis toujours au stade de l'apprentissage du japonais où on se soucie pas trop des kanji. Si vous allez au Japon même sans connaître un seul hiragana, vous n'avez aucune crainte à avoir. Dans les trains, les métros, les endroits touristiques, sur les panneaux routiers, presque tout est aussi écrit en anglais, donc vous n'allez pas vous perdre. Mais ça vaut quand même la peine d'apprendre au moins les kanas, c'est pas très difficile et c'est amusant de déchiffrer des mots. Merci d'avoir regardé, abonne-toi, lâche un pouce, tout ça.